Un policier blanc crie sur un homme noir en uniforme, jusqu'à l'arrivée de l'équipe de sécurité du président. La salle d'audience était pleine à craquer, le genre de salle où les gens se pressèrent contre le mur du fond et se pressaient contre les portes, se bousculant pour apercevoir l'accusé. Les bancs en bois gémissèrent sous le poids des corps impatients, et l'air épais bourdonnait de voix chuchotées, de papier froissé, et du vrombissement occasionnel d'un vieux ventilateur de plafond qui ne parvenait guère à dissiper la chaleur. Les journalistes chuchotaient dans de minuscules enregistreurs comme des prêtres dans des confessionnaux, leurs yeux allant de leurs bloc-notes aux accusés. Les caméras crépitèrent dans un tourbillon de lumière blanche juste avant que la juge ne lève son marteau, capturant des expressions figées et les diffusant dans le journal télévisé du soir avant même que le premier témoin ne soit appelé. L'atmosphère était électrique mais instable, le genre de courant qui bourdonne juste avant que quelque chose ne prenne feu. Et au centre de tout cela se tenait le sergent Dorian Vance. Il ne broncha pas au flash, il ne scia pas au murmure, ni ne fléchit sous le poids du jugement collectif de la foule. Ses poignets, entravés devant lui, laissaient apparaître des marques de bronzage pâle, là où reposaient sa montre et son bracelet d'identification militaire. Il avait 38 ans, les épaules larges, une carrure forgée par 2 décennies de service et de discipline. Mais la combinaison fournie par le comté lui collait à la peau comme une accusation en coton, mal ajustée, usée jusqu'à la corde, d'un orange délavé qui rendait invisibles toutes les médailles et distinctions décorées. Son expression était gravée dans la pierre, indéchiffrable, mais ses yeux-là, scrutaient la pièce avec une intensité calme. Ils effleurèrent le procureur, le box des jurés, les tables en acajou polies à l'excès, le mur d'appareils photo et la brume des néons. Regardant, cherchant, pas de famille, pas d'amis, juste des bancs vides là où auraient dû se trouver des visages familiers, des visages qu'il attendait autrefois dans les aéroports avec des pancartes et les bras ouverts, des visages qui souriaient autrefois sur les photos, désormais absents de la foule. Il n'y avait personne, plus depuis que les accusations avaient été relayées par les médias, plus depuis que son nom était associé au mot « traître ». La tension dans la salle d'audience n'était pas seulement intense, elle était intense, presque physique. Elle s'accrochait à la peau et haletait, pesant lourdement sur chaque épaule, comme du ciment humide séchant autour des chevilles. Le seul soulagement survint lorsque l'huissier rappela la salle à l'ordre et que la juge Camden Rusk entra, une femme dont la robe noire ressemblait plus à une armure qu'à une tenue d'avocat. Elle était connue pour ses condamnations sévères et sa patience à fleur de peau, et ce jour-là, sa seule présence semblait faire baisser la température de la salle. Elle ne sourit pas, ne jeta pas un coup d'œil à la presse, ni ne salua l'auditoire. Son regard se porta une fois sur Dorian, puis sur le procureur, puis de nouveau sur le rôle. Affaire, c'était tout pour elle. Une affaire de plus, un accusé de plus. Dorian resta immobile, les dos raides, pendant la lecture des chefs d'accusation. Agression aggravée sur un agent fédéral. 15 ans de prison, minimum, en cas de condamnation. Les mots étaient prononcés comme des versets bibliques, définitifs et incontestables, résonnant dans la salle d'audience avec une autorité éprouvée. Il ne réagit pas. Il ne baissa pas les yeux, ni ne protesta. Il resta planté là, tel un homme enseveli sous un poids invisible, son silence plus fort que n'importe quelle plaidoirie. L'accusation ne perdit pas de temps. Victor Blaine, cheveux lissés en arrière et costume bleu marine sur mesure, se leva comme un homme se préparant à une représentation. Il parle avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà gagné. L'État entend prouver sans l'ombre d'un doute que le sergent Vance, un homme entraîné au combat mortel, a sciemment et violemment attaqué un agent de la sécurité intérieure lors d'une opération classifiée. Il s'adressa au jury, mais ses propos étaient taillés pour les caméras. Nous allons démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu. Ce n'était pas de la légitime défense. C'était un acte d'agression commis par un homme qui ne pouvait séparer devoir et vengeance. Agression urbaine. C'est ainsi qu'il l'appela ensuite. Il laissa les mots flotter dans l'air.
comme s'il s'attendait à ce qu'ils flottent doucement comme des plumes au lieu d'atterrir comme des briques. Dorian ne bougea pas. Mais Julian Cross, assis à côté de lui à la table de la défense, griffonnait furieusement quelque chose dans son carnet, la mâchoire serrée. Il avait entendu cette phrase trop de fois dans trop de salles d'audience, toujours prononcée avec un sourire et toujours visée comme un couteau. Julian Cross ne portait ni costume coûteux ni cravate. Son blazer était délavé au coude et sa serviette portait les cicatrices des batailles passées, des bords effilochés, un loquet manquant et une fermeture éclair récalcitrante qui refusait de se fermer complètement. Mais son regard était vif, clair, toujours attentif. Il se pencha vers Dorian une fois, plus tôt ce matin-là, et murmura « Ils ne veulent pas d'un procès équitable. Ils veulent un exemple. Un avertissement pour quiconque pourrait dénoncer, remettre en question l'autorité, révéler ce qui n'est pas censé être vu. » Dorian le croyait, car ce qui s'était passé à la gare de triage n'était pas une bagarre de bar ou un malentendu sous pression. C'était une tentative de dissimulation, un enterrement, quelque chose qu'ils ne voulèrent jamais voir au grand jour. Tout a commencé avec un corps, un garçon, 17 ans, Zeke Thompson, désarmé, terrifié, coincé près de l'extrémité sud de l'ancienne gare de triage de Baltimore, lors de ce qui avait été qualifié de ratissage de routine. Dorian n'était même pas censé être là. Il était en congé, travaillant au bureau pour une enquête de renseignement. Mais il avait eu vent d'un signal interne, des incohérences opérationnelles et un silence radio inhabituel de la part des agents sur le terrain. Il avait posé des questions, et comme personne ne répondait, il était allé voir par lui-même. Ce qu'il avait trouvé, c'était du sang, un téléphone portable fêlé, un sweat à capuche froissée, et l'agent Miles Penfield debout au-dessus du corps du garçon, son arme toujours dégainée. Dorian l'avait confronté, d'abord calmement, essayant de rester discret, professionnel. Mais Penfield avait ri. Il avait traité le gamin de menace. Il avait parlé d'apparence dangereuse, de non-conformité, de se faire surprendre avant que le rat des rues ne puisse faire quoi que ce soit. Mais il n'y avait pas eu d'armes. Aucune agressivité, juste de la peur. Et le silence. Dorian avait tendu la main vers sa radio. Mais Penfield avait de nouveau tiré. Pas vers le garçon cette fois, vers lui. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Ils ont lutté, brièvement. Dorian avait été entraîné. Il désarma Penfield sans coup férir, enregistra ce qu'il put sur son téléphone et déposa immédiatement un rapport auprès de la hiérarchie militaire. Ce fut son dernier moment normal. Le lendemain, son habilitation fut suspendue. Son téléphone disparut des éléments de preuve. À la fin de la semaine, un mandat d'arrêt fut émis contre lui. La version officielle, Dorian avait agressé un agent fédéral au cours d'une enquête en cours. Le corps de Zeke Thompson avait déjà été expliqué. Lien avec un gang, erreur sur la personne, cause probable. Le genre d'histoire qui s'inscrivait parfaitement dans un titre et ne laissait guère de place au doute. Maintenant, il se tenait là, accusé et isolé. La salle d'audience était devenue un théâtre et il était le méchant de la dernière production de l'État. Mais tout ne s'alignait pas. Tout ne se déroulait pas comme prévu. La diffusion de la salle d'audience, censée enregistrer les débats et assurer la transparence, a connu des bugs. 2 fois. Pendant la lecture des chefs d'accusation, les écrans au fond de la salle ont clignoté, se sont pixelisés puis sont devenus noirs. Un murmure parcourut la foule, mais la juge Rusk l'ignora, frappant du marteau avec une indifférence éprouvée. Plus troublant encore était la disparition des images de la gare de triage, la seule preuve qui aurait pu prouver la version de Dorian, le seul dossier qui aurait dû être examiné par les affaires internes, versé au dossier, mis en examen. Il avait disparu. Plus aucune trace. Les caméras actives pendant le ratissage ne montraient rien après 21h42. Le reste, corrompu, selon Blaine. Julian Cross avait déposé 3 requêtes pour récupérer les données sur les serveurs de sauvegarde. Toutes rejetées. Préoccupation de sécurité nationale, prétendait-il. Opération sensible. Autorisation requise.
Mais au fond de la salle d'audience, derrière les journalistes et les attachés de presse chuchotants, étaient assis deux hommes qui n'avaient pas bougé depuis le début du procès. L'un portait un coupe-vent gris de qualité militaire, sans insigne. L'autre, un trench-coat beige 2 tailles trop grand. Ils ne prenèrent pas de notes. Ils ne consultaient pas leur téléphone. Ils restèrent simplement assis, observant, échangeant quelques regards occasionnels, mais ne parlant jamais. Ils savaient quelque chose. Quelque chose qui n'avait pas encore été consigné. L'un d'eux, trench-coat, tapota son genou à 2 reprises. L'autre hocha la tête à peine perceptiblement. Leurs yeux restèrent fixés sur Blaine, puis se tournèrent brièvement vers le juge Rusk, puis, pour la première fois, vers Dorian. Si quelqu'un d'autre le remarqua, ils ne dirent rien. Devant le palais de justice, des manifestants se rassemblèrent le long des marches, certains réclamant justice, d'autres réclamant des représailles. Des pancartes étaient hissées, des chants résonnant à travers la façade de marbre. Mais à l'intérieur, derrière des portes closes et des dossiers scellés, la vérité tremblait sous des couches de paperasse et de mensonges officiels. Dorian expira lentement, tandis que Julian Cross se levait pour la plaidoirie de la défense. La voix de son avocat était calme, posée, mesurée. Il ne cherchait pas à impressionner. Il ne criait pas, ni ne dramatisait. Au contraire, il posait les bases, la chronologie, les incohérences, le caractère d'un homme qui avait servi avec honneur dans plus de 22 opérations et n'avait jamais tiré avec une arme en dehors du combat. Un homme sans casier judiciaire, sans antécédent d'agression, sans motif d'agression, si ce n'est celui de dire la vérité. Tel était le problème. La vérité n'avait jamais été la bienvenue dans des salles comme celle-ci. Et maintenant, à chaque tic-tac de l'horloge du tribunal, Dorian Vance sentait les murs se refermer, pas seulement ceux de plâtre et de chêne, mais aussi les murs invisibles, ceux bâtis sur la peur, le contrôle et le silence. Il restait immobile. Il observait. Car enfoui quelque part dans cette pièce, peut-être derrière le banc, peut-être assis tranquillement au dernier rang, se trouvait une faille dans le système, une ligne de fracture prête à se rompre, et lorsqu'elle se briserait, la vérité, sa vérité, n'aurait plus besoin d'autorisation pour être entendue. 2 semaines avant son procès, Dorian Vance était assis dans un coin d'un centre d'accueil pour anciens combattants, faiblement éclairé, une odeur de café brûlé et de vieux papier flottant dans l'air. L'endroit sentait toujours la même chose. Des espoirs déçus mêlés de désinfectants, un désespoir discret caché sous des affiches patriotiques et des drapeaux poussiéreux. Il serrait un gobelet en polystyrène à 2 mains, le café à l'intérieur amer et tiède, et fixait l'enveloppe en papier kraft posée sur la table devant lui. Ses bords étaient maintenant effilochés par ses manipulations répétées, mais son contenu restait le même, inchangé, accablant et dangereux. Elle était apparue sous sa porte sans mots, sans explication, juste un avertissement silencieux enveloppé de vérité. À l'intérieur se trouvaient des documents clairement marqués « classifiés ». Les en-têtes, bien que partiellement expurgés, révélaient la nature de ce sur quoi il était tombé. Des rapports de terrain de la division d'intervention spéciale, des communications internes entre agences fédérales, des photos de surveillance granuleuses qui le glaçaient plus que les mots ne le pourraient jamais. Mais c'est le fichier vidéo qui s'est ancré dans sa poitrine comme une balle. Il l'avait visionné 1 fois, 2 fois, puis trop de fois. Tout avait commencé en silence, la caméra tremblante, comme tenue par quelqu'un cherchant à rester caché. Le décor était un entrepôt près des docks, terrain familier des raids secrets. Et la vidéo a capturé un adolescent, Zeke Thompson, âgé de 16 ans à peine, à genoux, les mains derrière la tête. Il n'y avait aucune résistance, aucune menace. Puis l'agent Miles Penfield est entré dans le cadre, a levé son arme et a tiré 3 coups de feu dans le dos du garçon. Zeke s'est effondré sur le béton comme une marionnette brisée, son corps ayant eu un spasme avant de s'immobiliser. Mais la suite fut pire. Une 2e silhouette est entrée dans le cadre, calme, méthodique.
le chef adjoint Warren Keeley, l'architecte de la plupart des raids fédéraux de Baltimore. Il est passé devant le corps sans un regard, s'est essuyé les mains avec un chiffon blanc immaculé et a disparu du cadre comme un homme qui descend de scène. Pas d'ordre, pas d'hésitation, juste la finalité. Le genre de précision qui ne venait pas d'une impulsion, mais de l'entraînement et de la préméditation. Dorian ne pouvait pas l'ignorer. Ce n'était pas seulement un mauvais tournage, c'était une exécution, sanctionnée au plus haut niveau. Et maintenant, il en avait la preuve. Il avait toujours cru au système, ou du moins à sa capacité à s'autocorriger. Cette conviction, aussi fragile et usée soit-elle, le poussa à agir. Il tenta d'abord les voies appropriées, déposa une demande confidentielle auprès de son agent de liaison au JAG, envoya une copie cryptée du dossier au département de la justice militaire, signalé par l'urgence d'une dénonciation. Aucune réponse. Aucun accusé de réception. Juste le silence. 3 jours passèrent, puis 4. Chaque matin, il consultait sa boîte mail comme un homme attendant un sursis qu'il savait ne jamais voir venir. Ses appels aboutissaient directement sur la messagerie vocale. La chaîne de commandement militaire était brouillée et Dorian savait ce que cela signifiait. Soit ils étaient complices, soit ils avaient peur. Ni l'un ni l'autre n'était de bon augure. Désespéré, il contacta quelqu'un d'extérieur au système. Un journaliste du Baltimore Star, l'un des rares reporters à enquêter encore sur le chaos de la corruption qui gangrénait les forces de l'ordre de la ville. Elle s'appelait Helena Cruz, connue pour sa ténacité et son refus de reculer, même après avoir reçu des menaces. Elle répondit presque immédiatement à son signalement anonyme. Elle accepta un rendez-vous dans un lieu public. Son ton était prudent, mais curieux. « Si c'est vrai, » avait-elle écrit, « il faut qu'on parle. » Le rendez-vous n'eut jamais lieu. Dorian attendit à l'endroit convenu, un vieux restaurant près de Camden Yards, le genre d'endroit où les conversations se fondaient dans le tintement des assiettes et le bourdonnement du jukebox. Il s'assit dans une cabine avec vue dégagée sur les 2 sorties, l'enveloppe à côté de sa tasse de café, intacte. Il attendit plus d'1 heure. Helena ne se montra jamais. Plus tard dans la soirée, il consulta ses réseaux sociaux. Aucune nouvelle. Son dernier message était simple. « Je pars maintenant. Soyez prudents. » C'était tout. Puis plus rien. Ce soir-là, tout bascula. En rentrant chez lui, Dorian resta sur des routes familières, évitant l'autoroute et sa vitesse impersonnelle. La ville avait changé, moins comme chez lui, plus comme un piège. Il ne cessait de consulter son rétroviseur, les sens en éveil, son entraînement militaire lui murmurant des avertissements. Lorsque les gyrophares apparurent derrière lui, il comprit déjà. Ce n'était pas un simple arrêt de routine. Il s'arrêta sous un lampadaire vacillant près du marché Hollins, le bourdonnement des insectes emplissant l'air chaud de la nuit. La voiture de patrouille derrière lui resta au ralenti un instant avant que la portière ne s'ouvre brusquement et qu'un officier blanc en sorte. L'agressivité irradiait de lui comme une chaleur. Sa main reposait trop confortablement sur son étui alors qu'il s'approchait du côté conducteur. Dorian, toujours en treillis, baissa lentement la vitre, les mains visibles sur le volant. L'officier aboya des ordres. « Sortez! Gardez les mains en l'air! Ne bougez pas !» Dorian obéit, chaque mouvement mesuré, réfléchi. Quand il prit sa carte d'identité, toujours une main sur le volant, la voix de l'officier devint aiguë. « Garde tes mains bien en vue, mon garçon !» Dorian se figea. Le mot transperça la nuit avec une précision cinglante, imprégnée de mépris. Il tenta de s'expliquer, de parler calmement, mais l'officier, le caporal Trent Darby, selon le nom cousu sur son gilet, continua d'envenimer la situation. Il dégaina son arme, le canon pointé sur la poitrine de Dorian. Un petit attroupement commença à se former. Des passants se tenaient sur le trottoir, téléphones tendus, leurs voix murmurant d'incrédulité. Quelqu'un cria de se calmer. Quelqu'un d'autre annonça que la scène était enregistrée. La tension crépita comme de l'électricité statique dans l'air. Puis un SUV noir s'arrêta derrière la voiture de patrouille. Pas de sirène.
pas de marquage, juste une arrivée silencieuse qui fit trembler la foule. Les portes s'ouvrirent et 4 hommes en sortirent, tous vêtus de costumes sombres, leurs mouvements synchronisés et fluides. Ce n'étaient pas des policiers, ce n'étaient pas des habitants du coin. Ils se comportaient avec cette assurance que procure la proximité du pouvoir. L'un d'eux s'approcha, brandissant un badge si rapidement que seul Dorian le vit clairement, la sécurité présidentielle. Darby hésita, son arme toujours levée, mais sa voix tremblante. « Je ne savais pas », murmura-t-il, son regard passant de Dorian aux agents. L'agent principal ignora complètement l'officier. Il se tourna vers Dorian et, avec une autorité discrète, l'informa que le président souhaitait lui parler. En privé. Maintenant. Ce n'était pas une demande. Dorian n'a pas résisté. Il a jeté un coup d'œil à la foule, toujours en train d'enregistrer, toujours en train de chuchoter. Puis est monté dans le SUV. Les portes se sont refermées derrière lui avec le poids de la certitude. Le véhicule a démarré, se fondant dans la circulation sans urgence, comme une voiture parmi tant d'autres dans la nuit. Personne ne savait ce qui se passait à l'intérieur de ce véhicule. Dorian n'en a jamais parlé. Les agents n'ont jamais refait surface. La conversation qui avait eu lieu entre ces murs insonorisés était scellée par le silence fédéral. Mais le lendemain matin, la situation a changé. Dorian Vance a été arrêté à l'aube, encerclé par la police militaire dans son immeuble. Il a été menotté devant ses voisins, qui l'observaient derrière des stores fendus et des balcons ouverts. Les accusations étaient vagues, fuite classifiée, insubordination, manquement à la conduite, mais le ton était clair. Il ne s'agissait pas de justice, il s'agissait de confinement. La Maison-Blanche a publié un bref communiqué plus tard dans la journée, niant tout contact avec Dorian Vance ou toute implication dans des affaires de police le concernant. Aucune mention du service de sécurité présidentielle n'était faite. Aucune mention du SUV noir. Helena Cruz, la journaliste, était toujours portée disparue. Et les dossiers, ces dossiers explosifs, indéniables, n'étaient plus en possession de Dorian. Son appartement avait été retourné comme une scène de crime. Son ordinateur portable avait disparu. Ses disques de sauvegarde avaient disparu. Même les impressions avaient disparu. Il était assis dans une cellule de détention cette nuit-là, fixant les fissures dans le mur de béton, essayant de se souvenir des mots exacts prononcés à l'intérieur du SUV. Mais ils s'échappèrent comme de la vapeur, voilés par le poids de ce qu'il savait désormais. Le système n'était pas seulement en panne. Il était renforcé contre quiconque tenterait de le réparer. Quelque part au-dessus de lui, des décisions se prenaient. Son nom, ses états de service, son silence, tout pesait sur une balance qu'il ne verrait jamais. Il était devenu plus qu'une menace. Il était devenu un handicap. Et le procès auquel il allait être confronté. Ce n'était que du théâtre. Le verdict était déjà écrit. De retour dans la salle d'audience, la tension s'était figée en quelque chose de physique. L'air était plus dense, empreint de méfiance, de suspicion et d'une odeur de pourriture toujours plus persistante. Ce qui avait été un simple procès pénal s'était transformé en un théâtre d'ombre. La galerie n'abritait plus ni famille ni curieux du coin. Elle avait été discrètement envahie par des hommes silencieux, en costume sur mesure et chaussures pointues, le regard froid, l'expression indéchiffrable. Julian Boone les remarqua dès leur entrée. Ils ne parlèrent à personne, n'échangèrent aucun regard. Ils restèrent assis, toujours aux mêmes places, comme des sièges assignés à une réunion qui avait commencé bien avant que le reste de la salle ne s'en aperçoive. Les témoins étaient plus que peu fiables. Ils avaient été répétés. Chacun livrait son témoignage avec l'embarras poli de quelqu'un récitant son texte sous pression. Des indices subtils les trahissaient. Des regards vers la table de l'accusation, des phrases répétées, des mains tremblantes qui ne correspondèrent pas à leurs paroles calmes. Et puis, il y avait les preuves, ou plutôt, leur absence. Les dossiers que Julian avait expressément demandés n'ont jamais été reçus. Les images de la caméra corporelle de l'arrestation étaient corrompues, manquant la fenêtre de 6 minutes exactes où Zik aurait prétendument résisté.
La coroner qui avait pratiqué l'autopsie avait démissionné brusquement 2 semaines plus tôt, invoquant des raisons personnelles, et avait déménagé dans un autre État. Son bureau ne rappelait plus. Lorsque Julian insista pour obtenir plus d'informations, le bureau du procureur affirma avoir fourni toutes les informations nécessaires. Julian, déterminé, continua de monter son dossier, brique par brique, assemblant une défense qui semblait tenir davantage par la force de sa volonté que par une quelconque attente de coopération. Chaque soir, il examinait les documents jusqu'à ce que les mots se brouillent. Chaque matin, il arrivait 2 heures en avance, arpentant la salle d'audience comme un homme qui s'entraîne à la guerre. Puis vint Royce Mercer. Ancien agent des stupéfiants au parcours mitigé mais discrètement louable, Mercer avait travaillé aux côtés du chef adjoint Keeley pendant près de 10 ans. Son nom avait refait surface dans l'enquête de Julian, lié à une plainte enfouie déposée par un informateur anonyme alléguant que Keeley avait falsifié des rapports lors d'une opération conjointe. Mercer avait démissionné dans des circonstances mystérieuses l'année précédente. Il était désormais assis à la barre des témoins, la mâchoire serrée à se casser des molaires. Lorsque Julian l'interrogea sur l'implication de Keeley dans des opérations officieuses, Mercer se contenta de croiser les mains et déclara que les questions portaient sur des enquêtes en cours. Il n'ajouta rien, mais son regard en disait long. Il se tourna nerveusement, non pas vers l'accusation, mais vers le fond de la salle, toujours vers la même rangée d'hommes en costume. Julian surprit le juge Rusk y jeter un coup d'œil, lui aussi, à plusieurs reprises pendant le témoignage de Mercer. Ce n'était pas de la peur, mais de la clarté. La salle d'audience n'était pas seulement compromise, elle était infectée. À l'extérieur de la salle d'audience, les murmures gagnèrent en intensité, même si personne ne les exprimait à voix haute. Les journalistes s'attardaient dans les couloirs, leurs carnets à moitié pleins, leurs questions acerbes mais restées sans réponse. La sécurité autour du palais de justice fut subtilement renforcée. Patrouilles supplémentaires, contrôle d'identité, détecteurs de métaux plus calibrés que d'habitude. Julian tenta d'ignorer les signaux, mais le serveur tomba en panne. Cela se produisit le jour même où il tenta de déposer une requête, en assignation, à comparaître pour les communications fédérales entre Keeley, l'agent Penfield, et un tiers dont le nom revenait sans cesse dans des documents expurgés. Vance Baylor. Le serveur principal du palais de justice, habituellement résilient et sauvegardé toutes les heures, se figea complètement. Des fichiers disparurent, des disques durs tombèrent en panne. Le service informatique attribua l'incident à une rare panne interne. Mais Julian avait sauvegardé la requête sur une clé USB qu'il gardait sur lui. Le lendemain, cette clé USB disparut du tiroir de son bureau. Julian n'en parla à personne. Il ne faisait confiance à personne pour le faire. Puis, lors d'une suspension d'audience, la 3e semaine du procès, c'est arrivé. Il est revenu au tribunal après une pause de 10 minutes et a trouvé un petit objet glissé dans la poche intérieure de son manteau. Pas de mots, pas d'empreinte digitale. Juste une simple clé USB noire, lisse et froide au toucher. Il savait qu'il valait mieux ne pas la brancher sur son propre ordinateur. Il s'est donc rendu dans un bureau privé au bout du couloir et a utilisé un ordinateur portable sécurisé fourni par l'association de défense. Les fichiers s'ouvrirent rapidement. Des fichiers audio étiquetés uniquement par date. Il cliqua sur le premier et écouta. C'était Keeley. Sa voix était reconnaissable entre mille, rauque, mesurée, dédaigneuse. Il parlait à l'agent Penfield. Le sujet, Vance Baylor. Ils ont discuté de stratégie, de limitation des dégâts et de la nécessité de rappeler à Vance que le silence est plus sûr. Le deuxième extrait était plus court, mais plus accablant. Keeley, visiblement frustré, marmonna. « On n'a pas besoin d'un autre martyr. Si Vance ouvre la bouche, on la ferme. Peu importe comment. » Julian écouta le dossier 3 fois avant de refermer l'ordinateur portable. Il retourna au tribunal, la clé USB à la main, l'adrénaline lui montant aux veines. Lorsqu'il s'approcha du tribunal le lendemain matin et demanda à présenter les enregistrements comme preuve, un silence s'abattit sur la salle. Il expliqua leur pertinence.
Comment ils impliquaient directement non seulement le chef adjoint Keeley, mais potentiellement l'agent Penfield, dans une opération de dissimulation visant à protéger les policiers responsables de la mort de Zeke. La salle retint son souffle. Le juge Rusk ajusta ses lunettes et demanda une brève suspension d'audience pour examiner les documents en chambre. 30 minutes plus tard, l'audience reprit. La décision fut rapide. Rusk jugea les preuves irrecevables, invoquant une chaîne de possession inconnue et une intégrité potentiellement compromise. Il se renversa dans son siège et déclara que la loi exigeait que toutes les preuves soient traçables et que les déclarations anonymes, surtout numériques, ne pouvaient être ni vérifiées ni fiables. Julian resta là, stupéfait. Il s'attendait à une résistance. Il ne s'attendait pas à un rejet total. Quelque chose en lui se brisa. Il éleva la voix, accusant le tribunal de protéger les meurtriers, de céder à la pression de forces extérieures à la loi. Ses mots étaient tranchants, furieux et sans filtre. La salle d'audience sombra dans le chaos. Les procureurs se levèrent. Les huissiers escortèrent Julian dehors, tandis qu'il fixait le juge, les yeux brûlants. Personne n'osait croiser son regard. Ni les procureurs, ni le sténographe judiciaire, pas même Mercer, assis en silence, se massant la tempe comme un homme au bord du gouffre. Julian passa la nuit dans une cellule de détention sous le palais de justice. Personne ne vint lui parler. Pas d'appel téléphonique, pas de nouvelles. Juste 4 murs de béton et le lointain écho des bottes sur le carrelage. Quelque part au-dessus de lui, le procès se poursuivait. Des témoins déposèrent. Les objections furent rejetées, et un jeune homme nommé Dorian Vance, assis à la table des accusés, observait les derniers espoirs s'évanouir discrètement, un par un. Les médias eurent vent du drame judiciaire comme des broussailles sèches qui prennent feu. Au début, ce n'étaient que des murmures, de faibles murmures sur des forums marginaux, de vagues tweets qui tournoyaient autour de spéculations. Mais ensuite, un billet de blog explosa comme un bâton de dynamite au cœur d'Internet. Raymond Greaves, un étudiant ayant abandonné ses études, au passé mouvementé et réputé pour ses révélations dérangeantes, a publié l'intégralité du contenu de la clé USB. Pas de censure, pas d'euphémisme, juste des images brutes et sans filtre, des fichiers qui ont fait reculer même les lecteurs les plus aguerris. Tout y était. Des vidéos de surveillance, des chaînes d'email, des notes internes, détaillant comment un sergent noir décoré avait été systématiquement contraint de protéger quelqu'un de bien plus puissant. Et soudain, le barrage a cédé. En quelques heures, les réseaux sociaux ont explosé. Les hashtags ont déferlé comme un raz de marée. Justice for Vance, Zeke was spitting, The USB Truth. Une foule s'est rassemblée devant le palais de justice, petite au début, puis a grossi d'heure en heure. Étudiants, anciens combattants, parents avec leurs enfants sur les épaules, membres du clergé serrant des pancartes d'une main tremblante, chacun arborant un visage différent, mais partageant la même expression, l'indignation, l'incrédulité et l'exigence de justice. La manifestation n'était pas que du bruit, c'était du mouvement, de l'énergie, de l'élan. Les journalistes envahissèrent le quartier, les camionnettes alignées sur les trottoirs tels des chariots de guerre, leurs antennes fendant le ciel. Des gens campaient la nuit dans des sacs de couchage et des chaises pliantes. Des militants des droits civiques arrivaient, suivis de célébrités prêtant leur voix. Le palais de justice devint un phare et un champ de bataille. À l'intérieur, la tension était étouffante. Le juge Rusk retourna à son siège, le visage sombre et les épaules tendues, comme s'il pouvait resserrer l'étau de la formalité suffisamment pour étouffer le chaos extérieur. Julian Boone, assis à côté de Dorian, restait concentré mais visiblement épuisé, les doigts serrés, son regard oscillant entre le juge et les portes closes. Il savait que quelque chose avait changé, quelque chose de fondamental, mais il n'en réalisait pas l'ampleur jusqu'à ce que les portes s'ouvrent dans un grognement lent et lourd. Un silence se répandit dans la salle d'audience comme un brouillard. 2 hommes en costumes sombres entrèrent,
leurs mouvements précis, leurs expressions indéchiffrables. Au centre se trouvait un jeune homme, à peine la vingtaine, aux cheveux châtain clair et à l'air calme et posé, habitué à être observé. Il marchait d'un pas assuré, les yeux fixés droit devant, la mâchoire serrée. La galerie murmurait, confuse, les journalistes se tenant à moitié debout. Personne ne le reconnut immédiatement, jusqu'à ce que quelqu'un murmure son nom. Levi Thornton, fils du président des États-Unis en exercice. La salle cessa de respirer. Levi monta à la barre, le poids de son héritage et de son défi pesant à la fois sur ses épaules. Il ajusta le micro d'un geste rapide et expérimenté, puis se pencha en avant, la voix calme mais résolue. Il se présenta, non pas comme une célébrité ni comme l'enfant d'un politicien, mais comme quelqu'un qui avait effectué un stage à la sécurité intérieure l'été même où Zeke Thompson avait été tué. Il ne trébucha pas, n'hésita pas. Il expliqua comment, au cours de son stage, il avait entendu des discussions, d'abord vagues, puis de plus en plus pointues, sur la résolution d'une situation liée au neveu d'une personnalité politique prometteuse. Le nom de Zeke Thompson avait été murmuré comme une malédiction, toujours suivi de phrases comme confinement interne ou protocole de neutralisation. Au début, il n'avait pas tout compris, mais lorsque la nouvelle de l'arrestation de Dorian Vance a éclaté, un déclic s'est produit en lui. Il se souvenait d'une conversation fin août, tard dans la nuit, entre deux hauts fonctionnaires qui ne l'avaient pas vu dans le couloir. L'un avait dit qu'ils allaient mettre l'affaire sur le dos du militaire. L'autre avait hoché la tête et déclaré « Levi ne connaissait pas Dorian. Il ne connaissait pas Zeke personnellement non plus, seulement de nom. Mais ce qui le frappait, ce qui le rongeait nuit après nuit, c'était l'absence totale de remords. La cruauté désinvolte de ses mots. C'était comme voir quelqu'un jeter un homme dans une fosse et s'en aller. Alors Levi avait agi, discrètement, prudemment. Il avait accédé aux archives sécurisées sous prétexte de vérifier des données pour un briefing. En réalité, il avait volé tout ce qui concernait l'incident. Les images de surveillance, les journaux édités, le mémo d'un agent de terrain qui avait exprimé des inquiétudes et avait été réaffecté 2 semaines plus tard. Il avait conservé ces données pendant des mois, incertain de la marche à suivre. Ce n'est qu'en voyant le procès et en reconnaissant le visage de Dorian aux informations qu'il comprit qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Zeke était mon camarade de classe à Georgetown Prep, poursuivit Levi, la voix crispée par l'émotion. Il était intelligent, motivé. Mais il était aussi perturbé, nous le savions tous. Il ne méritait pas la mort, et le sergent Vance mérite justice. Le silence qui suivit fut tectonique. Personne ne bougea. Personne ne parla. Même le juge Rusk semblait figé, comme si son marteau s'était pétrifié dans sa main. Puis, lentement, le juge se pencha en avant, tentant de reprendre ses esprits. Il déclara que le témoignage de Levi n'était pas recevable selon les règles de procédure en vigueur, que toute autre déclaration devait être soumise par voie officielle. Mais Julian Boone se leva avant que le juge n'ait pu terminer. Il ne créa pas, ne plaida pas. Il rappela simplement au tribunal que la justice n'était pas une question de commodité et que réduire au silence un témoin clé, surtout un témoin de cette envergure, signalerait au monde que cette salle d'audience, elle aussi, était corrompue par la politique et la peur. Ces paroles restèrent suspendues, défiant le juge d'objecter. Le juge Rusk serra les mâchoires, mais ne dit rien. Et puis vint le moment inattendu. Un marshal fédéral s'approcha du tribunal chargé par Rusk d'escorter Levi Thornton hors de la salle d'audience. Le jeune homme commença à descendre, mais avant que le marshal puisse poser une main sur son épaule, un agent des services secrets s'interposa entre eux. Il ne sortit pas son arme, ne haussa pas la voix. Il resta simplement là, les bras le long du corps, le regard froid et inflexible. Le message était clair. Levi n'allait nulle part, pas encore. Un murmure parcourut la salle d'audience comme le vent dans les feuilles sèches. Les caméras cliquèrent. Les journalistes se bousculèrent pour envoyer des nouvelles, et quelque chose changea à cet instant, non seulement dans la salle, mais dans tout le pays.
Le système avait rendu ses comptes. Le château de cartes avait été touché et maintenant il tremblait de fond en comble. Julian saisit l'occasion. Il demanda une motion immédiate pour que le témoignage de Lévy soit versé au dossier, non seulement comme souvenir de témoin, mais comme témoignage probant, compte tenu des documents justificatifs sur la clé USB. Rusk hésita, son autorité s'érodant sous sa robe. Mais il acquiesça d'un hochement de tête, à peine perceptible, et donna son consentement. Il était trop tard pour enterrer tout cela. La vérité avait percé à la surface. Devant le palais de justice, la foule rugit à l'annonce de la nouvelle. Des gens pleuraient, d'autres applaudissaient. Un chœur de chant s'intensifia, résonnant contre les murs de pierre et dans la ville. À l'intérieur, Dorian se cala dans son fauteuil, le poids d'émoi pesant sur sa colonne vertébrale et sa poitrine, commençant seulement à s'alléger. Julian le regarda et hocha la tête, un petit geste de triomphe et de soulagement. Dans les jours qui suivirent, d'autres responsables furent nommés, d'autres documents firent surface. Les rouages de la justice, autrefois grippés et rouillés, commencèrent à grincer. Mais tout commença par un homme qui s'avança, protégé non seulement par des agents en costume noir, mais aussi par sa propre conscience. Levi Thornton n'avait pas changé le monde dans cette salle d'audience, pas entièrement, mais il l'avait fait basculer, il l'avait ramené vers la vérité. Et pour le sergent Dorian Vance, ce fut le début de quelque chose de longtemps nié, l'espoir.